Laurent Vinatier, bonjour. Bonjour. Donc avant tout, au nom de Razapis, je tenais infiniment à vous remercier pour votre disponibilité et pour le temps que vous nous accordez pour répondre à nos questions dans le cadre d'un podcast pour la voix des pros. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec une première question. Pouvez-vous vous présenter et également peut-être présenter le Centre pour le dialogue humanitaire et les fonctions que vous y occupez? Oui, donc merci beaucoup à Eurasia Peace pour me permettre de faire cette interview et de présenter nos activités. Donc, je m'appelle Laurent Vénatier, je suis docteur en sciences politiques de l'Institut d'études politiques de Paris. J'ai fini ma thèse en 2008. J'ai travaillé sur la zone Eurasie. Ma thèse portait en particulier sur les deux guerres de Tchétchénie et comment est-ce que les Tchétchènes euh, en diaspora à l'étranger tentaient d'abord de se reconstruire et de se reconstruire politiquement aussi. Ça, c'est ma thèse. Ensuite, j'ai largement laissé tomber la recherche pour m'orienter vers des activités plus opérationnelles. Donc, je suis devenu consultant pour la Croix-Rouge internationale et puis ensuite consultant pour le Centre pour le dialogue humanitaire. C'est-à-dire que dans les deux cas, je faisais de la médiation ou de l'intermédiation, disons. Euh, J'étais messager, en fait. C'est-à-dire que je faisais le lien entre deux entités. Donc, l'entité pour laquelle je travaillais ou je travaille, et les cibles ou les partenaires avec lesquels cette organisation doit travailler. On pourra revenir là-dessus. Et puis, donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus opérationnel, ce n'est pas une approche académique. On organise des réunions, on invite les parties à s'asseoir à la même table, on invite donc les structures donc à se parler. Donc voilà, je fais de la médiation. Et pour le Centre pour le dialogue humanitaire, mes fonctions en particulier sont du conseil au niveau régional, c'est-à-dire que je facilite, je trouve les participants à nos processus de dialogue, je les invite, je leur présente le processus, les objectifs, les modalités, et souvent aussi, je facilite les rencontres. Donc voilà, donc c'est en fait, pour parler avec du jargon, il y a trois aspects, disons, principaux. Il y a trois aspects principaux. Le premier, c'est du networking, donc trouver les gens, en fait. Le deuxième, c'est du process design, c'est-à-dire établir les modalités d'une rencontre, les objectifs, les résultats, et bien sûr la conduite. Et le troisième, c'est de la facilitation, c'est-à-dire au moment de la rencontre, euh, faire avancer le dialogue, faire avancer les conversations, euh, faire- essayer d'arriver au résultat. Voilà, je suis peut-être un petit peu étendu là, me présenter, mais bon. Non, non, merci. Non, non, mais en effet, c'est très, très intéressant. Alors, peut-être naïvement, mais une question qui, je pense, beaucoup de nos auditeurs doivent se poser. Quand on travaille et quand on a des fonctions de, par exemple, de facilitateur de paix, de mettre en rencontre des personnes, de travailler à cette fonction de médiation, finalement, derrière quel intérêt on se positionne? Enfin, quel est l'objectif d'un médiateur? Incarne-t-il une sorte de neutralité? Travaille-t-il pour des valeurs en particulier? Enfin, c'est peut-être une question naïve, mais qui, je pense, est Le- légitime peut-être. Ouais. oui, non, c'est une bonne question parce qu'effectivement, beaucoup de nos interlocuteurs nous la posent. Donc, en fait, pour être un peu plus précis, donc je travaille en particulier dans la zone Eurasie. Et
j'ai eu à m'occuper de 2 conflits, voilà, ou 3, mais disons, on va parler de 2, parce que c'est là-dessus que je peux me concentrer. D'une part, le conflit en Ukraine depuis 2014, hein, donc c'est-à-dire avec, avec les déclarations d'indépendance des républiques autoproclamées de l'Est de l'Ukraine, hein, les villes de Donetsk et de Lugansk, contre Kiev, qui a abouti aujourd'hui à la guerre, hein, qu'on suit, hein, donc entre la Russie et l'Ukraine. Ça, c'était une première dimension. Et le deuxième conflit, c'est le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc à la fois directement et puis bien sûr sur le sujet du Haut-Karabakh. Donc mes fonctions au sein du Centre pour le dialogue humanitaire euh, sont d'inviter d'une part les Ukrainiens de Kiev et les Ukrainiens de Donetsk et de Lugansk, puis ensuite les Russes de Moscou et de Donetsk et de Lugansk et les Russes de Kiev à, à se parler sur des sujets d'intérêt commun. Mes fonctions pour le Karabakh étaient similaires, hein. Donc, inviter des Azerbaïdjanais et des Arméniens à s'asseoir à la même table et discuter de sujets d'intérêt commun, des sujets de sécurité, des sujets de vie en commun, des sujets pour le futur, de paix, donc des sujets qui doivent nous intéresser. Donc nous, au Centre pour le dialogue humanitaire, on a la devise, c'est Mediation for Peace. Donc bon voilà. Donc c'est très large, en fait, en gros. C'est très large. On a cette espèce d'objectif de do not harm, ne pas faire de mal, et tout ce qui peut amener à la paix. Mais on n'a pas de définition très précise de la paix, hein. Par exemple, on ne peut pas dire, bon, euh, ça serait bien que les républiques de Donetsk et de Lugansk restent en Ukraine. Ou alors on peut dire, ou on peut pas dire non plus qu'il faut que les républiques de Donetsk et de Lugansk soient indépendantes. On n'a pas d'agenda d'agenda particulier, hein. Dans ce cas-là, on est neutre, on est impartial. On suit on suit les tendances générales. Donc, en l'occurrence, ce qui avait été décidé sur le cas de l'Ukraine, dans les accords de Minsk, hein, c'est que bon, bah, il y aurait une autonomie, enfin, où il y aurait en tout cas une discussion et un statut spécial pour les villes de Donetsk et de Lugansk. Bon, voilà, les deux parties semblaient travailler dans ce sens-là. Donc nous, on a soutenu ce processus. On est en fait de la diplomatie privée. D'accord. C'est-à-dire que tout ce que ne peut pas faire la diplomatie publique, nous, on peut faire. Donc, et dans ce sens-là, on soutient donc la diplomatie publique. On soutient les tendances et les dynamiques politiques, géopolitiques qui ont cours. On ne peut pas aller contre. Donc, on ne va pas imposer ni d'objectifs politiques particuliers. Non. En termes de valeurs, évidemment qu'on a des valeurs, mais ce sont des valeurs évidentes, hein, de paix, je disais, d'écoute, de tolérance, de non-violence. Voilà, mais bon, ce sont des sont des valeurs partagées par beaucoup, hein. Donc, non, on a vraiment un devoir et une pratique d'impartialité sans agenda politique. D'accord. Et par exemple, une question. Quand enfin, avec l'évolution du conflit en Ukraine, euh, quel avenir pour finalement ce travail de médiation? Y a-t-il un risque qu'un jour le dialogue humanitaire, dans son sens le plus large, euh, soit suspendu? Par exemple, quand on entend le témoignage de nombreux Ukrainiens et Ukrainiennes qui disent que ce qu'ils ne souhaitent, ce n'est pas forcément la paix, c'est une victoire. Alors, bien sûr, c'est des propos qu'il ne faut pas attribuer à tous les Ukrainiens non plus, mais est-ce que cette volonté, par exemple, présente auprès d'une part de la société civile peut entraver ce processus de diplomatie privée, de facilitateur de paix? Y a-t-il finalement un risque
pour, euh, pour, euh, pour l'effacement de ce travail de médiation dans le cadre ukrainien au fil des prochaines années? Ah oui, tout à fait, mais on le voit maintenant avec la guerre, donc depuis en fait février 2022, euh, où là, évidemment, le dialogue existe toujours, existe encore. On peut distinguer, je vais faire la distinction dialogue humanitaire et dialogue politique, hein, mais ce qui se passe, c'est qu'en en fait, on a des résultats très faibles, mais le dialogue existe. Alors, pour répondre à votre question, quand effectivement l'une des deux parties ne veut pas s'arrêter et veut une victoire, euh, donc c'est le cas des Ukrainiens. On peut aussi argumenter que c'est aussi le cas des Russes, hein. Euh, on peut, par exemple, dans le cas Arménie-Azerbaïdjan, on peut dire que c'est le cas des Azerbaïdjanais, hein. De, ils ne veulent pas de paix au sens d'une paix de compromis. Ils veulent une victoire, hein. Ils avancent leur position aussi loin que possible. Bon, dans ces cas-là, le dialogue politique amène à des résultats faibles, c'est certain. Il existe, hein, je pense enfin, il y a toujours la possibilité d'organiser des rencontres, de se parler, avoir des échanges de vues, des échanges d'analyses, de peut-être ajuster les perceptions réciproques, souvent des mauvaises perceptions, essayer de les corriger, euh, mais sans résultat politique. Par contre, le dialogue humanitaire, lui, existe et aura toujours des résultats. Alors, ça, il y aura, ça, c'est pas forcément nous, par exemple, ou le Centre pour le dialogue humanitaire qui avons ces résultats, mais le dialogue humanitaire existe toujours, hein, sur les prisonniers, hein, sur les échanges de prisonniers, sur par exemple, l'accès à des zones, hein, pour certaines organisations d'aide, pour, par exemple, aussi la question des enfants. Et donc, ça, des enfants qui ont été pris et pris et ensuite rendus à leur famille. Toute cette question extrêmement sensible, il y a des médiateurs, en l'occurrence, ce sont des médiateurs du Moyen-Orient, qui continuent à jouer un rôle humanitaire, en l'occurrence. Donc, je dirais que le dialogue humanitaire euh, existera toujours, même lorsque les partis ne veulent pas se parler, mais c'est le dialogue politique, bien sûr, qui en pâtira, hein. Comme on l'a vu d'ailleurs euh, avec la question de l'accord l'accord sur le transit du grain, hein, ce grain deal, hein. Donc là, il y a eu des circonstances qui ont amené à pouvoir conclure un accord en juillet 2022. Les circonstances en juillet 2023 n'étaient plus là. L'accord politique a disparu. Je voudrais aussi revenir sur un point que vous venez d'évoquer, sur votre rôle de diplomatie privée. Y a-t-il une forme de concurrence, de complémentarité avec la diplomatie dite traditionnelle ou publique? Et finalement, quels seraient les atouts de diplomate privé, en tout cas de médiateur de paix, par rapport finalement à leurs confrères qui sont donc des diplomates au service de différents États. Trouvez-vous que finalement, dans l'approche, dans ce travail finalement de rassembler des gens autour d'une table, le privé finalement ne l'emporte-t-il pas plutôt sur le public, ou à l'inverse, est-ce que vous faites face à certaines appréhensions peut-être de certains acteurs? Oh oui, non, enfin, il n'y a pas de concurrence, mais il faut juste il faut juste que les diplomates privés comprennent où est leur place. C'est tout. Il ne faut pas vouloir, il ne faut pas vouloir boxer au-dessus de sa catégorie, hein. Et donc, les diplomates privés doivent savoir où est leur place. Cela dit, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas, hein. C'est-à-dire que dans les avantages principaux de la diplomatie privée, hein, c'est que nous ne sommes pas tenus par des obligations d'État. Donc, il n'y a pas de, voilà, on peut parler à tout le monde, en gros, à tout le monde. Il n'y a pas, voilà, donc y compris les très méchants, hein. Donc il n'y a pas d'obligation d'État, hein. Il n'y a pas de risques légaux,
hein, d'accord. Euh, donc ça, c'est un avantage. Ensuite, le deuxième élément, c'est que nos rencontres sont informelles, hein, donc il n'y a aucune obligation. Les participants à nos rencontres ne sont tenus à aucune obligation, hein. Donc elles sont en plus, on peut les nier. Elles ne sont pas publiques. Donc elles sont ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on dit en anglais, deniable, hein. C'est-à-dire qu'on peut nier qu'elles se soient tenues, hein, puisqu'elles ne sont pas officielles, en gros. Donc toute cette, au-delà de l'officialité, est un avantage considérable. Il existait et il existe bien sûr dans la diplomatie publique, hein, c'est-à-dire que on le voit, enfin, depuis des siècles, il y a eu des repas, il y a eu des dîners, il y a eu des parties de chasse, hein, si on peut remonter, et des bals, par exemple, au Congrès de Vienne 2815, où la plupart des pourparlers se sont faits en dehors, en dehors du Congrès, hein. La diplomatie privée actuelle simplement systématise, plus ou moins, encadre, voilà, rationalise cet effet, cette pratique de la diplomatie de couloir, en fait. Et donc, c'est ça qu'on fait, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la non-officialité. Euh, en, ensuite, euh, les inconvénients de la diplomatie privée, c'est qu'évidemment, on n'a pas la puissance de l'État. Hmm. Donc, donc voilà, c'est-à-dire que c'est fondé sur la bonne volonté des participants et que quoi que l'on décide, ou quel que soit le résultat auquel on arrive, c'est ensuite à la bonne volonté des participants de le réaliser officiellement ou de le porter à leurs décideurs à leurs décideurs et de le décider en tant que politique d'État, hein. Donc ça ne dépend plus de nous. Donc, bien sûr, et en fait, donc, les inconvénients et les avantages de la diplomatie publique sont bien sûr en miroir, hein. C'est-à-dire que l'avantage de la diplomatie publique, c'est que lorsque l'Union européenne, par exemple, s'engage en tant que médiateur entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ou que les États-Unis d'Amérique s'engagent, le poids du médiateur entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est considérable. Et son influence est considérable comparée à des médiateurs privés, hein. Mais voilà, il est tenu à certaines obligations officielles et publiques. Donc, la concurrence, en fait, entre le privé et le public n'est pas si marquée que cela. D'accord. Alors, j'aimerais maintenant que l'on revienne sur votre parcours, puisque c'est également l'une des raisons pour lesquelles nous avons souhaité vous inviter dans le cadre de ce podcast. Un parcours assez atypique dans un sens, puisqu'il est notamment nourri de plusieurs expériences et celle d'une thèse. Est-ce que vous pouvez revenir, enfin, pas forcément sur votre parcours, mais de la manière dont ce parcours vous a construit, ou en tout cas nourri votre expérience actuelle, et en particulier votre thèse, par exemple? Oui, alors en fait, c'est assez, c'est assez frappant. Ma thèse, je l'ai conduite sur la base d'entretiens, essentiellement. C'est-à-dire que ma thèse portait sur les processus de reconstruction du combat tchétchène, donc comment est-ce que les réfugiés tchétchènes se reconstruisent à l'étranger en diaspora. Comment est-ce que de réfugiés, ils passent à des structures diasporiques plus pérennes, disons, et puis, donc, comment est-ce qu'ils s'intègrent ou pas dans les sociétés hautes, et ensuite, comment, de là, ils poursuivent ou pas le combat politique, donc, contre la Russie, en l'occurrence, le combat de résistance sur la cause, pour hein, leur cause donc indépendantiste. Ça, c'est ma thèse. Cette thèse, j'ai juste utilisé des entretiens avec des réfugiés. C'est-à-dire que ce sont des entretiens qualitatifs, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas pu rencontrer tout le monde, donc il n'y a pas non plus eu euh, un nombre significatif, hein. J'en ai rencontré, je pense que j'ai fait 300 entretiens. Donc voilà, bon, je pense que ça reste qualitatif avec des entretiens non structurés. Donc, c'est-à-dire, je n'avais pas forcément de questions préparées à l'avance.
Et cette pratique-là, d'écouter, en fait, c'était l'écoute, me mettre donc à laisser parler les gens et à en tirer donc le matériau pour ma thèse, ça m'a formé à la médiation, en fait. C'est-à-dire que en tant que médiateur, on doit créer la confiance avec son interlocuteur, on doit l'écouter, évidemment, et on doit essayer de retranscrire aussi fidèlement que possible sa position et ses intérêts. On doit lui permettre aussi, en lui posant des questions, d'aller dans le sens de le faire accoucher, en fait, de ce qu'il veut dire. Hein. C'est une méthode très socratique, sans vouloir être pédant. Hein. Mais cette méthode très socratique, finalement, je pense, est est le cœur de la médiation telle que on la pratique et telle que je la pratique au sein de cette organisation. Donc, si vous voulez, sans avoir eu le plan en commençant ma thèse de devenir un médiateur, du fait même de, de choisir cette méthode de recherche, hein, donc l'entretien qualitatif non structuré, m'a amené par lui-même, hein, à la médiation, à cette forme de diplomatie privée, à ces rencontres avec des gens et à la possibilité euh, euh, construire ensuite des processus de dialogue. Alors, je suis assez curieux sur un sujet. À travers justement cette capacité d'écoute, ce travail d'écoute et également de faire parler, dans le cadre de votre thèse et donc de ces nombreux réfugiés tchétchènes que vous avez interrogés, alors si je dis pas de bêtises, c'était dans les années 2000, début des années 2000, c'est ça? Fin des années 2000? Enfin, fin Oui, des années c'est ça, 2000. entre 2003 et 2008, mais j'ai arrêté les entretiens en 2006-2007, quoi. D'accord. Donc alors que la deuxième guerre de Tchétchénie bon, se terminait, mais enfin, Ouais. frappait toujours en Tchétchénie. Alors, comment faire parler un Tchétchène dans ces situations? Enfin, je veux dire, y a-t-il quelque chose de systémique? Y a-t-il euh, une caractéristique propre aux réfugiés tchétchènes que vous aviez interrogés à l'époque? Et comment finalement arrive-t-on à faire parler des réfugiés tchétchènes y avait-il un travail particulier à mettre en place? Puisque, enfin, comment doit-on adapter finalement son écoute et son échange à un réfugié politique et d'autant plus un réfugié politique tchétchène au début des années 2000? Bah écoutez, ouais, je ne sais pas s'il y a quelque chose de systémique, mais bah, ça commence avec bien sûr une grande modestie et une empathie. Je pense que ça commence par là. Euh, il faut, il s'agit de laisser les gens raconter leur histoire. Euh, il faut les rencontrer chez eux ou dans leur nouveau chez eux. Il faut venir à eux. Hein. Euh, il faut venir aussi complètement désarmé, en fait. C'est-à-dire c'est pour ça que finalement, arriver avec des questions déjà préparées, à mon avis, c'est en fait intimidant. En fait, ça crée plus d'obstacles qu'autre chose. Quand on arrive juste pour les écouter et que la conversation va se développer entre deux individus, c'est en fait beaucoup plus facile. C'est en fait beaucoup plus naturel que d'arriver avec sa liste de questions, avec son enregistreur. Ça, ça crée des barrières tout de suite. Donc finalement, la réponse à votre question, c'est que il faut pas être systémique, quoi. C'est comme ça que je l'ai fait naturellement. Donc ne pas vouloir enregistrer les réponses, finalement. J'ai jamais enregistré, je crois. On peut prendre des notes, et encore pas tout de suite. On discute, on se présente, on parle de soi, modestement, avec empathie.
c'est comme si on faisait connaissance avec un nouvel ami. Et on voit les personnes plusieurs fois, évidemment. Donc, c'est en fait presque comme pour collecter, c'est pas comme pour collecter du matériel pour un roman, en fait. On écrit l'histoire, on écrit les histoires de vie de ces interlocuteurs. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant que, naturellement, en fait, ma thèse, ensuite, je ne l'ai pas publiée, enfin, j'ai essayé de ne pas la publier en tant qu'ouvrage académique, triste, hein, et sec, hein, dans un cadre scientifique inutile, à mon avis. J'ai essayé de le transformer justement en, en récit, non pas en roman, évidemment, mais en récit de vie. Et j'ai choisi des parcours typiques, archétypes de ces réfugiés. Et donc, finalement, c'est le livre que j'ai produit, que j'ai tiré de ma thèse, qui est finalement le résultat le plus significatif, le plus significatif euh, de cette méthode de recherche. Euh, alors, pourquoi finalement êtes-vous arrivé à traiter cet objet d'étude? Et de manière peut-être concise pour nos auditeurs, pourriez-vous définir ce que vous entendez par ce phénomène de diaspora? Oui, alors pourquoi? Ben, c'est par hasard, hein. C'est comme tout, c'est comme toutes les choses euh, dans la vie, à mon avis. Ça vient par hasard. Donc j'ai eu par hasard la possibilité de partir faire à l'époque mon service national en Ouzbékistan. Donc c'est une zone où on parle russe, avec une forte, et pas que russe, on parle aussi ouzbek et puis tadjik, mais bon, il y a une forte quand même empreinte russe. C'est une zone un peu qu'on dit instable, voilà, avec certaines tensions. Et donc, au retour de ce séjour, d'à peu près 2 ans, je cherchais un endroit pour poursuivre, en fait, ma présence dans cette région. Et donc, j'étais intéressé par la conflictologie et par le monde russe. Et donc, je suis naturellement tombé sur la deuxième guerre de Tchétchénie qui commençait. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à ça. Et une fois qu'on commence, eh ben voilà, c'est faire une thèse, parce que ça donne un cadre d'action, et on doit finir la thèse. Et puis, donc, au fur et à mesure que la thèse avance, évidemment, on se prend personnellement au jeu, et même pas au jeu, mais à la tragédie aussi de cette question. Donc la diaspora, c'est-à-dire que c'est l'étape après, si vous voulez, les réfugiés, c'est que ce sont en fait des structures par lesquelles les réfugiés n'ont plus l'intention de revenir dans leur pays d'origine. Hein. Ils doivent constituer des schémas d'intégration au sein des sociétés hôtes. D'intégration, c'est-à-dire de préservation de leur identité, de préservation de leur culture et d'adaptation aux sociétés hautes. Et donc, comme la thèse principale, c'est que, en fait, plus les Tchétchènes sont communautarisés, plus ils peuvent s'intégrer à la société haute. Avec cette nuance majeure, c'est que cette communautarisation au sein de la société haute, bien sûr, ne doit pas être politisée euh, selon les schémas domestiques de la société haute. Il ne doit pas avoir de politisation importée, si vous voulez. Donc, une communautarisation apolitique permet l'intégration. C'est ça la thèse. Et donc, la diasporisation. Quel regard aujourd'hui portez-vous sur le secteur de la recherche académique et pourquoi avoir tourné une page de ce domaine? Oui, ça a été un tournant dans ma carrière. Je crois que je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire en faisant ma thèse. Il est arrivé un moment
où au cours de ma thèse, le principal moteur, c'était de finir la thèse. Hein, il n'y avait pas forcément d'ambition d'aller au-delà. J'ai travaillé au cours de ma thèse, j'ai travaillé aussi pour différents think tanks, donc plus dans le dans le policy making. Euh, donc voilà, mais très vite, j'ai bien compris que la recherche académique n'était pas forcément pour moi. Euh, ce que euh, ce, ce que j'ai essayé de faire, c'est rester quand même connecté, mais mais ça, ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était comment est-ce qu'on pouvait transformer une expérience de terrain en, en activité opérationnelle, hein, qui ne soit pas seulement une activité contemplative ou une activité académique. Hein. Donc, c'est-à-dire que j'ai choisi beaucoup plus, je voulais essayer de transformer ces connaissances en processus opérationnel. Et donc, c'était soit le policy making, soit l'action humanitaire, soit la médiation. Et donc, j'ai eu à connaître des espaces académiques et des pratiques académiques qui m'ont laissé un goût, je dois dire, assez amer, un goût de sentiment d'inutilité, un goût sec, un goût, euh, un goût de vide en fait. Hein, c'est-à-dire que on était, on était soit trop formel et trop formalisé pour en fait euh, pour en fait des résultats la plupart du temps qui sont pratiquement nuls. Hein. Euh, voilà, tout le monde ne peut pas être les grands anthropologues du passé. Tout le monde ne peut pas être les grands historiens du passé. Et donc, dans la masse, on a on a conscience de son inutilité, de son inutilité académique. Et donc, pour tenter de ne pas trop être inutile, alors j'ai essayé d'être opérationnel. Voilà. Est-ce que même dans des fonctions donc de policy making ou de médiation ou de médiateur, notamment pour le CDH, est-ce que de temps en temps on se demande à quoi bon tout cela? Est-ce que ou est-ce que c'est un sentiment qui était propre au monde de la recherche? Oui, non, c'est vrai que c'est une bonne question. Hein. C'est-à-dire que même dans l'humanitaire, bah, l'humanitaire, à la limite, on peut effectivement avoir conscience que bon, bah, on va amener des biens et des médicaments pour aider les gens. Bon, ça, effectivement, il y a c'est direct, c'est impactant. Les conséquences politiques, parfois, bon, on peut regarder, mais euh, là, voilà, c'est direct et impactant. La médiation, comme je disais auparavant, en temps de guerre, lorsque la guerre est là, lorsque l'escalade est ce qui se passe la plupart du temps, comme je disais, notre action est aussi limitée. Hein. C'est vrai. Mais euh, au moins, il y a une espèce de mouvement. Au moins, on peut trouver toujours des manières d'approcher le sujet. Au moins, il y a toujours des angles qui, des angles concrets, des angles réels qui parlent à des gens réels. Dans la recherche académique, c'est de la contemplation, c'est de l'observation, euh, qui est, à mon sens, trop corseté scientifiquement, et donc qui est en fait, qui ne laisse pas la liberté de création. Donc, ce qui est intéressant en fait, dans ce qui est intéressant en dehors de la recherche académique, c'est pas forcément le résultat, c'est la créativité en fait. Et donc, et cette créativité, on l'a dans l'action. En tout cas, comment vous vous êtes affranchi de ce rapport, de cette formation à la recherche, etc.
Et comment avez-vous appris à occuper ces fonctions de médiation? Comment passe-t-on d'un rôle de chercheur à un rôle de médiateur? Par exemple, un jeune chercheur nous écoute ou une jeune chercheuse nous écoute et souhaite un jour essayer d'être réellement un acteur de ce monde international. Comment s'y former et même est-ce qu'on peut s'y former à une fonction de médiateur? Moi, bah, sans doute, si il y aura, je pense qu'il y a toujours des gens qui vont écrire des manuels pour devenir un bon médiateur. On est toujours dans la même systématisation en ce moment voilà, il faut passer par tel ou tel cadre, il faut pouvoir suivre ses pratiques ou avoir tout. Il y a toujours des checklists et, euh, pour tout maintenant, des checklists et des bonnes pratiques pour tout. Bon, il y a sûrement des choses bien dans cela. Et moi, pour, ben, pour ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'avoir un directeur de thèse qui m'a encouragé à aller sur le terrain et mon jury de thèse qui n'a pas qui a fermé les yeux, en fait, sur le manque de cadre académique. C'est-à-dire que pour pour ma thèse, j'ai très peu lu d'histoire, j'ai pas été dans les archives, j'ai pas, voilà, il n'y a pas de référence euh, de travaux antérieurs, il n'y a pas tout ça, ou très peu. C'est mentionné d'ailleurs hein, par mon jury et j'ai reconnu. Voilà. Et ça m'a, voilà. Mais ils m'ont donné, ils m'ont, euh, ils m'ont permis, si vous voulez, de pouvoir faire ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir un jury et un directeur de thèse qui ne m'a pas obligé à me formater. Je pense que le formatage et essayer de s'inscrire dans une lignée euh, est dommageable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas connaître les lignées, hein, peut-être qu'il faut les connaître, peut-être euh, il faut évidemment savoir d'où on vient et qu'est-ce qui a été fait sur tel sujet avant, mais c'est pour s'en affranchir. J'ai l'impression que la plupart, bon, je ne sais pas aujourd'hui, mais ce que j'ai vu en tout cas, surtout dans les milieux anglo-saxons, c'est qu'on ne va pas, on n'est pas autorisé à s'affranchir hein, du cadre de la recherche antérieure. Et ça, puisque évidemment l'avenir, ou en tout cas les perspectives académiques et de recherche ne sont valables que dans le monde anglo-saxon, hein, c'est pas la peine de vouloir faire quelque chose en France, c'est que où il y a un peu des perspectives, un peu d'argent, c'est que dans le monde anglo-saxon au sens large, alors, euh, non, c'était pas pour moi, donc j'ai dû m'affranchir de ça. Donc comment est-ce qu'on devient médiateur? Eh ben, en s'affranchissant des cadres. Y a-t-il réellement un enjeu pour la paix à travers la formation des politistes actuels et de leur rapport éloigné au terrain? La paix actuellement est étudiée, elle est pensée, elle est lue, mais qu'en réalité, par exemple, le conflit, le terrain, ou même tout ce qui de près ou de loin est lié à un enjeu conflictuel, pratique, est éloigné du cursus d'apprentissage du politiste, en tout cas contemporain. Ce manque d'expérience de terrain, ce manque d'expérience d'action pourrait avoir des répercussions sur les faiseurs de paix de demain. Oui, évidemment, mais je veux pas dire non plus que cette connaissance théorique soit inutile. Au contraire, et c'est pour ça que sans doute qu'on fait un master ou deux en 2 ans ou en 1 an pour avoir cette connaissance théorique. Voilà. Donc, mais c'est pas la peine non plus de lire tous les livres et, et, et tout ce qui a été écrit. On arrive à une connaissance sans doute assez conséquente au bout d'1 an ou deux, à mon avis, enfin, des choses principales. Et puis ensuite, évidemment, ensuite,
Il faut aller faire quelque chose, quoi. Il y a, c'est, si, si on peut pas faire la paix juste en ayant les connaissances théoriques, ça me paraît évident. Et donc, ceux qui feront la paix dans le futur, ben, ça sera, je sais pas, des hommes d'affaires qui seront allés sur place, ou ça sera justement des médiateurs, ou ça sera des diplomates qui auront passé des années dans tel pays, ou ce seront des acteurs humanitaires. Alors, je penserais plutôt pour en fait des hommes d'affaires, à mon avis. Euh, voilà, mais donc ce sont des gens qui auront fait des trucs, qui auront fait qui auront fait des choses. Si on fait rien, si on prend aucun risque, alors on n'aura rien. Et on aura un impact nul. À Genève, il y en a plein des gens comme ça. Hein, Genève est devenue, on a des fonctionnaires de l'humanitaire, des fonctionnaires des relations internationales qui ne bougent pas. Hein, donc, évidemment que leur impact est nul, en fait. Et donc, c'est, ce sont ceux qui bougent qui ont un impact, qui ont un impact évidemment. Donc, voilà, mais quand on est jeune, il faut passer sans doute par ces connaissances, savoir ce que c'est que l'école réaliste, savoir ce que c'est l'école libérale, savoir ce que c'est que l'école constructiviste, savoir ce que c'est, avoir plus ou moins une idée combien est-ce qu'il y a de conflits qui ont été résolus par médiation, combien il y a de conflits qui n'ont pas été résolus par médiation, mais avec une victoire. Voilà, ce sont des éléments intéressants. Hein, mais bon, en 2 ans, c'est bon, quoi. Et puis après il faut partir, il faut faire quelque chose. Alors, Ouais. Et donc, si c'est pas le cas, eh ben, l'impact sera nul. alors, pour terminer cet entretien, bon, il était légitime de vous poser une question au vu de vos fonctions et de vos missions actuelles, et aussi des compétences et des sujets traités par Eurasia Peace. Alors, quel regard portez-vous sur l'avancée d'un processus de paix en Ukraine? Alors, vous pouvez évidemment, je ne sais pas à quel point vous pouvez vous exprimer sur le sujet, mais quels sont les éléments à développer finalement pour avancer vers un processus de paix? Vous voulez dire en général, de manière générale, théorique, Non, non, en Ukraine, pardon. en Ukraine en particulier, ouais. En Oui, Ukraine maintenant. Hein. oui, Euh, de mon point de vue, il me paraît assez difficile d'avoir une espèce de compromis durable dans l'état actuel des choses. Donc, le meilleur résultat auquel on peut arriver actuellement en Ukraine, c'est un espèce de cessez-le-feu ou à une réduction des hostilités sur la ligne de front actuelle. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il y aura moins de morts, il y aura moins de combats, il y aura moins de bombardements, mais il n'y aura pas de mouvement. Hein. Et il y aura sans doute des pourparlers pour discuter de questions de sécurité à l'avenir, de reconstituer une architecture de sécurité. Voilà, sans doute, ça peut se passer jusqu'à à ce que il y ait un nouveau choc extérieur en Russie ou en Ukraine ou dans le monde qui rebattent les cartes. Donc, on est, je pense, la perspective d'une paix durable en Ukraine est à long terme et n'est pas pour tout de suite. Je pourrais répondre comme ça. Pour tout de suite, ce qu'on peut faire, c'est limiter les conséquences néfastes et désastreuses de la guerre, aussi longtemps que possible. d'accord. Alors, c'est sur ces mots que nous allons clôturer ce podcast. Euh, Laurent Venati, merci beaucoup pour ces réponses, pour votre témoignage de votre parcours, de votre expérience, mais également de votre regard actuel.